Crime s'installe ce soir au cœur de la France pour vous raconter deux faits divers qui ont bouleversé toute une région. Terreur en Bourgogne. C'est tout de suite. Marion vit à Dijon avec Fabien, son compagnon. À 21 ans, elle enchaîne les saisons dans la restauration. Le 8 février 2012, la mère de Marion se présente au commissariat. Très inquiète, elle souhaite signaler la disparition de sa fille. Depuis mi-janvier, elle n'a plus aucune nouvelle d'elle. Après plus d'un mois de recherche, le corps de Marion est retrouvé, découpé en morceaux. Alors qu'est-il arrivé à la jeune Dijonnaise? Qui est responsable de cet acte sordide? Que vont découvrir les enquêteurs en se lançant dans cette affaire? On a l'habitude de travailler sur ce type d'affaires, mais là c'est macabre, morbide. Nous on s'est beaucoup interrogés. On s'est demandé s'il fallait d'ailleurs qu'on donne tous les détails. À quel moment il fallait qu'on s'arrête parce que c'était atroce. Jacques et Eva vivent une retraite heureuse à Autun, une commune de Saône-et-Loire. Le 5 octobre 2013, vers 20 h, Eva appelle les pompiers. La femme de 63 ans tient des propos incohérents et très inquiétants. Une fois sur place, les secours constatent qu'Eva est grièvement blessée à la tête et a été victime d'un viol. Son mari, Jacques, est lui retrouvé mort dans une mare de sang. Alors que s'est-il passé chez Jacques et Eva cet après-midi d'automne 2013? Eva, traumatisée, sera-t-elle en mesure de donner des explications sur le décès de son mari? On a attaqué le couple pour s'en prendre à Eva. C'était Eva qui était visée. On tape Jacques, on neutralise Jacques et après on s'en prend à Eva. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin bouleversant de Marion, une jeune femme de 21 ans, disparue du jour au lendemain, au cours de l'hiver 2012. Malheureusement, les recherches menées à travers toute la capitale bourguignonne s'achèveront sur le pire des scénarios. Je me suis assise, je sentais plus mes jambes, j'avais mal de tête terrible, j'ai l'impression d'avoir un trou dans le ventre, comme si on m'avait tué. De la même façon. C'est ce qui m'a marqué le plus, moi, personnellement. Qu'il ait eu ce courage, ou si, je sais pas comment on peut appeler ça, pour camoufler son geste, aller découper une jeune fille en 3 morceaux. J'arrive pas à réaliser qu'on soit capable de faire ça en étant normal. Nous sommes à Dijon, dans le département de la Côte d'Or. Entre ces églises gothiques et romanes, ces maisons médiévales à colombages et ces hôtels particuliers, la commune attire chaque année 3 millions de visiteurs. C'est la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est la plus grande ville de la région. Une ville connue pour son patrimoine, ses vignes aux alentours bien sûr, et puis aussi son architecture. Appréciée pour sa vie étudiante et nocturne, la cité de 150 000 habitants est néanmoins sujette à des tensions à l'approche des week-ends. Il y a des bagarres le samedi soir, mais on ne peut pas dire que ce soit très grave. Il n'y a pas une délinquance active très ancrée à Dijon, c'est plutôt une ville calme. Mais à la mi-janvier 2012, Dominique et son ex-mari sont dans la tourmente. Marion, leur fille de 21 ans, ne donne plus signe de vie depuis le Nouvel An.
Le papa de Marion m'a appelé pour me dire qu'il trouvait bizarre de ne pas avoir de nouvelles de Marion. Avec son père, il se téléphonait, il s'envoyait des messages, presque tous les jours. On savait qu'il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas. Avec Bruno, son nouveau compagnon, Dominique décide de prendre les devants et de se rendre au domicile de sa fille dans le quartier de la Maladière. On ne voyait pas de l'extérieur, il faisait jour, on ne voyait pas vraiment s'il y avait de la lumière ou pas, on ne voyait pas trop ce qui se passait à l'intérieur, quoi. On va sonner, personne répond, on attend toute la journée. Pendant une semaine, Dominique et Bruno font des allers-retours quotidiens entre leur maison et l'appartement de Marion. Mais la jeune femme reste aux abonnés absents. Dans l'espoir d'obtenir des informations, ils interrogent alors les voisins. On nous a dit c'est bizarre, c'est vrai qu'on n'entend plus de bruit depuis quelques temps, on n'entend plus l'aspirateur parce que Marion elle nettoyait tout le temps son appartement, elle était fière. Et elle dit on n'entend plus rien. La mère de famille prend donc la décision de prévenir les policiers dijonnais le 8 février. Alors, où est passée Marion? Pourquoi ne donne-t-elle pas de nouvelles à ses proches? Et que vont découvrir les enquêteurs? Au commissariat de Dijon, Dominique est auditionné par l'officier de police judiciaire, Valérie Mollard. Dans sa déclaration, la maman, elle donne les numéros de téléphone de sa fille et elle dit que elle, la dernière fois qu'elle a eu contact avec sa fille, ça devait être début janvier. Elle nous a appelés pour le jour de l'an. Elle nous a appelés pour nous souhaiter une bonne année, qu'elle allait bientôt venir nous voir, qu'elle avait fait les fêtes avec son papa, voilà. Elle nous a dit qu'elle nous aimait, qu'elle pensait à nous, qu'elle était contente de venir. Le témoignage de Dominique est pris très au sérieux. Car ce n'est pas dans les habitudes de Marion de couper les ponts avec son entourage. Immédiatement, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. On va tenter de faire une géolocalisation du téléphone de Marion et on va inscrire aussi Marion au fichier des personnes recherchées. À travers les auditions de ses proches, les enquêteurs dijonnais cherchent ensuite à en savoir plus sur le profil de Marion. C'était une très bonne élève, jusqu'à son bac, et s'est arrêtée à 2 mois du bac. Elle en avait marre. Et à partir de là, c'est là qu'elle a décidé d'aller travailler. Marion se lance alors dans la restauration comme serveuse. Elle enchaîne les saisons entre Porto Vecchio l'été et les Deux Alpes en hiver. Elle est revenue sur Dijon pour retrouver du travail et revenir aussi près de sa famille parce qu'elle était très proche de sa mère aussi. Alors ses parents avaient divorcé quand elle était petite, mais elle était assez proche de sa mère. Malgré la séparation de ses parents, Marion n'a jamais perdu sa joie de vivre. C'est une fille à la fois très avenante, très agréable, jolie comme un cœur, et en même temps une fille qui pouvait avoir une personnalité forte, et elle était très jalouse, très possessive. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds, mais une fois qu'on avait compris son mode de fonctionnement, ça se passait très bien. Voilà. Elle était un peu plus rebelle avec d'autres personnes, mais avec moi, ça se passait très bien. Puis généreuse, trop généreuse, même trop. Elle aurait donné sa chemise, même si elle n'avait rien à se mettre sur le dos. En 2010, Marion se met en couple avec Fabien, un jeune homme de 23 ans qu'elle a rencontré à Porto Vecchio. Nous, on a senti que Marion était vraiment éprise de ce garçon. Après, les raisons qui l'ont poussé vers lui, on ne les connaissait pas trop, mais elle était très amoureuse. Très, très amoureuse.
Ils allaient faire les saisons ensemble, ils venaient dans des repas de famille. Ce qu'on voyait, elle était heureuse avec lui, tout se passait bien. Marion, on l'a toujours connue, genre c'était la petite capricieuse de service dans la famille, quoi. Donc on l'a toujours connue comme ça. Donc quand elle était avec lui, après on s'est dit peut-être que c'est lui qui l'a calmée ou autre chose, mais il n'y avait jamais de prise de tête, c'était toujours bisous, bisous. Tandis que Fabien ne répond pas non plus au téléphone, Valérie Mollard et un collègue se déplacent jusqu'au domicile du couple le 9 février 2012. Ils rejoignent le propriétaire de l'appartement qui possède un double des clés. Quand on est rentré, rien de spécial dans l'appartement. Il y avait un gros chien, un petit chat. La caisse du chat paraissait propre. Donc on a vraiment l'impression que ça faisait pas longtemps que les personnes ont quitté l'appartement. On fait un tour d'appartement, pas de désordre, un petit peu de vaisselle, pas d'odeur particulière, rien laissant supposer qu'il y avait eu quelque chose dans cet appartement. Les deux enquêteurs sont confiants. Le jeune couple s'est simplement absenté et ne va pas tarder à rentrer. Ils décident tout de même de laisser une convocation dans l'appartement de Fabien et Marion. En disant donc, Marion, prenez contact avec nous, ou même Fabien, prenez contact avec nous, mais il faut absolument qu'on sache ce qui se passe, si vraiment il y a une disparition inquiétante ou pas. Voilà. Alors Marion et Fabien seront-ils bientôt de retour chez eux? Vont-ils contacter les enquêteurs? Ou leur est-il arrivé quelque chose de grave? De retour au commissariat, les policiers bourguignons s'interrogent sur le scénario de disparition le plus plausible. Ça peut être la jeune fille qui aurait besoin de souffler, qui n'a pas d'économie, qui se dit mais comment je vais faire J'ai pas senti de danger. Non, j'ai vraiment senti une jeune fille qui voulait fuguer et puis voir autre chose, tout simplement. Mais le lendemain, Marion ne donne toujours pas signe de vie. L'enquêtrice retourne alors sonner au domicile du couple. Et là, ça ouvre. Un homme ouvre, visiblement, on venait de le réveiller. Hein. Un jeune homme d'une 20-25 ans environ, les cheveux hirsutes, je le vois encore en caleçon, les yeux encore embrumés, il venait de se réveiller. Fabien, qui semble serein, explique calmement pourquoi Marion n'est pas à la maison. Il lui dit non mais rassurez-vous, tout va bien. Marion là elle est sortie faire des courses, puis faire des ménages, parce que c'était un moment où elle n'avait plus de contrat, c'était une fille courageuse Marion, donc elle travaillait, donc elle faisait des ménages. Averti par l'enquêtrice, Dominique estime cette version totalement incohérente avec le mode de vie de sa fille. Elle travaillait dans les restos, puis elle aurait changé de boulot, elle me l'aurait dit. Et là, non, c'était très bizarre, quoi, ce qu'il nous disait. De plus en plus inquiets, Dominique et Bruno décident à leur tour de retourner à l'appartement pour discuter avec Fabien. Il est descendu pour nous offrir le café qu'on a refusé. Et il nous a dit que Marion rentrait ce soir en bus. Et donc, on a attendu jusqu'au soir, on a regardé les bus, mais Marion n'est jamais descendue des bus. Désabusé, le couple remonte ensuite sonner à l'appartement de Fabien et Marion. Mais étrangement, personne ne leur répond. Dominique et Bruno n'en ont pas la preuve, mais ils sont convaincus que le jeune homme a soudain pris la fuite. En fait, nous, on ne connaissait pas l'immeuble vraiment dans son architecture. Et il s'est avéré que quand on descendait les marches comme si on allait à la cave, il y avait une porte qui donnait sur une cour extérieure, et notamment dans les garages. Et donc, on a supposé qu'il avait pris la poudre d'escampette par cet endroit-là. Alors Marion est-elle vraiment partie faire des ménages?
Les explications de Fabien sont-elles crédibles? Ou cachent-elles une partie de la vérité? Et pourquoi le jeune homme a-t-il également disparu? À nouveau alerté par les parents de Marion, l'officier Valérie Mollard et son collègue retournent au domicile du couple. On avait gardé les clés avec le propriétaire. Il nous avait donc confié les clés. Et là, on monte dans l'appartement. Effectivement, personne. Plus de chien. Il restait plus que le chat. Les deux policiers ne tardent pas à faire d'autres découvertes suspectes. On retrouve déjà les vêtements de Marion, une trousse de maquillage, brosse à dents, brosse à cheveux, et il y avait des pièces d'identité. Alors il y avait les cartes bleues de Marion et de Fabien. Il y avait des téléphones. Il y avait la carte vitale de Marion aussi dans un tiroir. Alors là, je me dis, moi, je trouve ça bizarre quand même. J'aime pas trop. Aussitôt prévenus, Dominique et son compagnon craignent le pire. Quand je vois le chat, la carte bleue, le téléphone, je dis Marion, elle est plus là. C'est fini pour elle. Elle serait jamais partie, ni sans son chat, ni sans son téléphone. C'était impossible pour elle. Elle aurait jamais fait ça, donc on savait qu'il était arrivé une catastrophe. Ah bah là, on était déjà inquiets, mais là, c'est de pire en pire, quoi. On voulait pas se l'admettre, mais parce que l'espoir reste toujours un peu présent, mais on savait qu'il est arrivé quelque chose. La situation devenant de plus en plus préoccupante, du renfort arrive sur place. À la recherche d'indices, l'appartement est aspergé de luminol, un révélateur d'hémoglobine humaine. Le luminol a permis de retrouver sur le tapis de la chienne des toutes petites traces, mais ça devait être dû aux chaleurs de la chienne. Voilà. Il y a eu dans le panier à linge, je me souviens d'un panier à linge sale, un t-shirt d'homme légèrement déchiré, pareil avec une toute petite trace de sang. Tandis qu'ils s'apprêtent à rentrer au commissariat, les enquêteurs reçoivent une information de la part du propriétaire des lieux. C'est là qu'il nous dit, mais attendez, mais il y a aussi un garage attenant. Et ça, au départ, on ne le savait pas qu'il y avait un garage. Sans plus attendre, les policiers bourguignons ouvrent le garage du couple. Il y a un vélo, il y a tout un tas de trucs. Et il y a un sac de sport ouvert. Et dans ce sac de sport ouvert, une scie. Et sur la scie, mes collègues, donc l'identité judiciaire, passent du luminol parce qu'il y avait une matière un peu grasse sur la lame. Et là, le luminol, il a réagi tout de suite, quoi. Un prélèvement ADN est alors réalisé par la police scientifique. Dans l'attente des résultats, les enquêteurs veulent à tout prix réentendre Fabien, qui s'est littéralement volatilisé. Fabien, à ce moment-là, c'est le suspect numéro 1. Il a pris la fuite, il est parti avec son chien, qu'il ne quitte jamais. La police est à ses trousses et très vite, le procureur décide d'ouvrir une information judiciaire pour détention arbitraire, enlèvement et séquestration. Dans l'espoir de retrouver sa trace, les policiers effectuent une enquête de personnalité sur Fabien. Un jeune homme, originaire des Pays de Loire. C'est un garçon qui a eu une adolescence sans drame particulier, avec quelques spécificités, des parents qui sont commerçants au moment où, en tout cas, lui naît, mais des parents qui sont relativement absents pour des raisons professionnelles. Les parents, a priori, s'entendent bien, mais du fait de la profession de commerçant, ils ont du mal à être présents. Régulièrement livré à lui-même, Fabien s'éloigne peu à peu des bancs de l'école et il finit par se réfugier dans la drogue. À l'adolescence, il va basculer alcool
Et puis l'alcool va l'emmener vers le cannabis va l'emmener vers les drogues beaucoup plus dures, la cocaïne, et Fabien devient toxicomane. Le jeune homme va tout de même enchaîner les petits boulots. Après avoir été charpentier, il devient plongeur, puis serveur. C'est à cette occasion qu'il rencontre Marion, en Corse, en 2010. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Très amoureuse, Marion ne tarde pas à présenter Fabien à ses proches, qui n'apprécient pas vraiment cette relation. Je sais pas pourquoi, j'ai pris ma fille à part et je lui ai dit que c'était pas quelqu'un pour elle. La première fois que je l'ai vu, c'était comme ça. Je sentais que... Non, il était particulier. Une intuition qui va se trouver confortée à l'hiver 2010. En décembre, la saison passée aux Deux Alpes avec Fabien se termine mal pour Marion. On a eu un appel de la police sur les coups de 4 h du matin. Au départ, c'est Marion qui a appelé, mais on ne comprenait rien à ce qu'elle racontait. Elle était dans l'hystérie, on ne comprenait rien. Donc du coup, le policier qui l'accompagnait nous a appelés, nous ont dit « Venez chercher votre fille, parce que là, ça ne va pas du tout. » On l'a retrouvée pieds nus, dans la neige, à hurler. C'est les voisins qui ont prévenu. Elle dit qu'elle a été violentée, que Fabien lui a tapé dessus. Elle est sous le choc, elle a des traces de violence. Elle dit « J'en peux plus, il faut me sauver, emmenez-moi, je ne peux pas rester ici. » Malgré cela, le couple emménage à Dijon en 2011. Pour Dominique, sa fille n'aurait jamais dû rester avec Fabien. Elle le soupçonne même de ne pas dire toute la vérité au sujet de la disparition de Marion. Tout le monde est inquiet et voilà, on attend. La police s'en occupe, mais en attendant, moi je sais que ma fille est plus là. On est obligé d'attendre, on peut rien faire d'autre. Plutôt que de rester passive, Dominique va tenter de faire avancer les recherches. Avec l'aide de ses proches, elle lance un appel à témoins. On a fait des démarches auprès des journaux. On a contacté des journalistes pour essayer de diffuser le maximum son portrait au niveau national. Bruno crée également une page internet, Alerte Disparition. Et les messages de soutien se multiplient. De son côté, Jimmy, le cousin de Marion, organise une marche blanche le 18 février 2012. On avait des tracts que toute la famille avait. Et au fur et à mesure qu'on remontait justement l'allée principale de Dijon, en fait, on distribuait les tracts dans tous les commerces. Et il y avait des transports en commun qui les affichaient aussi, donc elle apparaissait dans tous les bus, etc. Dans les rues de Dijon, la marche blanche rassemble plus de 200 personnes. On ne pensait pas qu'il y aurait autant d'inconnus qui se déplacent pour elle, des gens qui ne la connaissaient pas. C'est une affaire qui fait du bruit, évidemment. C'est une petite ville tranquille où on n'a pas l'habitude d'avoir des faits divers. On est en train de parler de la disparition d'une jeune fille. Ça a beaucoup de retentissement. Et peut-être un peu trop de retentissement. Car la mobilisation des proches brouille l'enquête des policiers bourguignons. Des fois, ça peut être bien, mais des fois, ça peut nous desservir, parce qu'elle a été vue plein de fois, Marion. Elle a été vue plein de fois, même par des gens qui la connaissent, qui étaient sûrs de l'avoir vue. Donc on se dit, bah oui, elle est vivante, Marion. La police m'appelait. Et quand ils disaient, on l'a vue à tel endroit, comme dans un endroit perdu en Saône-et-Loire, je dis non, Marion, elle serait jamais allée là-bas. C'est sûr, c'est pas elle. C'était sûr, ça pouvait pas être elle. Bon, il y a eu des gens qui ont raconté, qui ont cru voir Marion, quoi, mais non. Ils se sont trompés de personne. Le 19 février 2012, le procureur de la République demande aux proches davantage de discrétion. Il nous a demandé de mettre un frein à nos investigations et à nos démarches pour essayer de la retrouver, parce qu'a priori, ça les gênait dans leur investigation à eux. Donc, on a été docile et obéissant. Donc, on a arrêté. Et c'est très difficile de rester sans rien faire. Très difficile.
Après, à un moment donné, il faut se faire raison. On ne savait plus quoi faire. On avait alerté tout ce qu'il fallait alerter. Après, ben voilà, on n'avait plus qu'à attendre et ça a été le plus difficile. Alors ce recadrage permettra-t-il aux policiers de mettre la main sur Fabien et Marion? Le jeune homme a-t-il menti à tout le monde? Et comment va évoluer l'enquête? Si les policiers dijonnais ont très peu d'éléments pour localiser Fabien, ils vont bénéficier d'un coup de pouce du destin. Il va être verbalisé dans le train une première fois en direction de Paris, donc ça met les enquêteurs sur la piste de la région parisienne. Les enquêteurs savent également que leur principal suspect s'est enfui avec son chien. Fabien était très attaché à son chien. Et donc, la police avait communiqué à l'ensemble des vétérinaires, des refuges, de toutes les personnes qui s'occupent des animaux, le numéro d'identification du chien. Une opération qui va s'avérer payante. Il va perdre son chien, Fabien. Donc, il va se rendre à Gennevilliers dans un refuge. Et c'est l'employé de ce refuge qui, en tapant l'immatriculation du chien de Fabien, va se rendre compte qu'il est recherché et elle va prévenir la police. Le 28 février 2012, soit 20 jours après le début de l'enquête, les policiers dijonnais arrêtent Fabien au refuge de Gennevilliers. Le jeune homme de 23 ans est placé en garde à vue, puis interrogé sur sa fuite et sur la disparition de Marion. Dans un premier temps très court, Fabien était un petit peu arrogant, un peu. Mais en 5 minutes, il s'est effondré. En 5 minutes, ça n'a pas duré longtemps. Fabien craque complètement et avoue ce qu'il a fait. Et là, il avoue qu'il a tué Marion après une dispute. Fabien revient sur les circonstances du drame. Ce 15 janvier 2012, il explique avoir commandé des pizzas avec Marion et bu de l'alcool. La soirée aurait ensuite dérapé après une crise de jalousie de sa compagne. Ce soir-là, elle est descendue promener son chien, comme chaque soir. Et en remontant à l'appartement, selon lui, Marion lui aurait fait une scène en lui disant « Mais comment ça se fait? T'es parti une demi-heure, t'as vu qui? T'as une maîtresse ?» Arrête tes conneries, j'étais en train de promener la chienne, m'emmerde pas, mais t'en as pas marre de m'emmerder, de toujours me soupçonner, etc. Et puis de l'autre côté, oui, mais tu te rends compte, et hop, et là vous avez une montée en température où les deux s'invectivent, ça monte, et il dit, et je voulais qu'elle se taise. Elle me disait tellement des horreurs que c'est comme un effet cocotte-minute, là j'ai pas pu supporter, je pouvais plus, voilà. Hors de lui, Fabien raconte qu'il a attrapé Marion par le cou et l'a ensuite étranglée, presque machinalement. Elle s'effondre. Il expliquera que quand il voit ça, il se met à côté d'elle, mais qu'à nouveau, il dit « J'ai entendu un gargouillis comme si elle allait parler à nouveau ». C'est pour ça que je vous dis qu'il va loin dans l'exposé, parce qu'il aurait pu s'arrêter là, s'il voulait cacher les choses. Il explique qu'il a eu peur qu'elle reparle à nouveau, et qu'il l'a étranglée à nouveau. Marion n'a plus la force de résister et elle rend son dernier souffle. Fabien est sidéré par ce qu'il a fait, visiblement. Il est totalement sidéré et toute la nuit, il reste à côté du corps de Marion. Le lendemain, il transporte le corps de Marion dans la chambre et plusieurs jours, il va rester avec le corps de Marion dans l'appartement et lui continue à être sidéré. Ce jeune homme n'était pas originaire de Dijon ou de la région Bourgogne, n'avait donc pas de copains, pas de réseau, pas de voiture, et que se débarrasser d'un corps, c'est pas si simple, hein, voilà. D'où cette idée farfelue de découper son corps. Pour cela, Fabien va quitter l'appartement
et revenir avec une scie. Il va s'y prendre à plusieurs reprises. Il découpe un morceau de la jambe, il va vomir, c'est ce qu'il dit, puis il revient, il termine. Et puis après, il se débarrasse du corps. Et pour se débarrasser du corps, il va prendre les morceaux de corps, les mettre dans des sacs poubelles. Il va un soir sortir, mettre tout ça dans un chariot de course. Et il va aller laisser 3 morceaux à 3 endroits différents de la ville, dans des squares et sur un terrain vague. Dans cette première version, Fabien ajoute un détail surprenant. Il jure que Marion l'a menacé avec un couteau lors de leur dispute. Il a pris peur et c'est pour ça qu'il l'a étranglé. Mais moi, quand j'ai lu les dépositions, je le sentais pas. Je me dis, mais Fabien, couteau. Et je lui ai dit très clairement, le mieux, et notamment le mieux pour la famille, comprend, c'est qu'ils connaissent la vérité. Et donc, il expliquera qu'il n'y avait pas de couteau. Il explique, il donne la même scène, hein. On enlève simplement le couteau, voilà, en disant non, non, et c'est simplement que c'est pas que j'ai eu peur, c'est que je voulais qu'elle se taise. Pourtant, lors de sa garde à vue, Fabien ne cesse de clamer son amour envers Marion. C'est tout le paradoxe, hein, c'est que dans le même temps, il fait complètement disparaître Marion, mais il l'aime. Il l'a tuée, mais il l'aime. Il l'a fait disparaître, et en la faisant disparaître, quelque part, vraiment, il l'élimine. Mais en même temps, donc ça, c'est terrible, mais en même temps, il élimine son crime. Sur les indications du jeune homme, les enquêteurs retrouvent sans peine les parties du corps de Marion, disséminées dans 3 endroits différents de Dijon. Très vite, les policiers établissent des périmètres de sécurité dans ces parcs pour éviter évidemment les regards des habitants. Simplement cachés sous des feuillages, ces sacs poubelles vont passer inaperçus en raison de la météo. Il neigeait, c'est une période où il faisait très froid, il neigeait, et les membres ont été recouverts par la neige. Donc ça n'a attiré l'attention de personne, ça s'est découvert après, quand ça a commencé à déneiger. Le 2 mars 2012, Fabien est mis en examen du chef d'homicide aggravé, puis écroué à la maison d'arrêt de Dijon. Avertis par les enquêteurs, les proches de la victime sont totalement dévastés. Je me suis assise, je sentais plus mes jambes, j'avais mal de tête terrible. J'ai l'impression d'avoir un trou dans le ventre. Comme si on m'avait tué. De la même façon. J'avais beaucoup de haine. J'ai envie de le frapper, de lui faire du mal. Je voulais lui faire ce qu'il a fait à ma fille. On est d'abord abattu. Et puis le fait qu'on touche à l'intégrité de son corps, c'est ce qui m'a marqué le plus, moi, personnellement. Qu'il ait eu ce courage, ou si je sais pas comment on peut appeler ça, pour camoufler son geste, aller découper une jeune fille en 3 morceaux. J'arrive pas à réaliser qu'on soit capable de faire ça en étant normal. Les terribles aveux de Fabien ont également eu un impact sur les policiers et sur les journalistes en charge de l'affaire. J'ai beaucoup culpabilisé en me disant, et mes collègues me répétaient, mais non, mais de toute manière, tu n'aurais rien pu faire, Marion était déjà décédée, effectivement, elle était déjà décédée, mais c'est terrible. Vous êtes en charge de cette disparition, vous avez en face de vous une maman, un papa qui sont hyper inquiets, et à part leur dire, venez pleurer sur mon épaule, c'est tout ce que j'ai pu faire, quoi. J'ai pas pu leur dire, voilà, j'ai retrouvé votre fille Marion, en vie, saine et sauve, et ça, c'est terrible, c'est terrible. On est sous le choc, évidemment. Le scénario redouté se passe. Enfin, on s'attendait, en fait, à ce qu'on retrouve le corps de Marion sans vie. On s'attendait absolument pas à ce que ça se passe dans ces conditions-là. On a l'habitude de travailler sur ce type d'affaires, mais là, c'est macabre, morbide. Nous, on s'est beaucoup interrogés.
On s'est demandé s'il fallait d'ailleurs qu'on donne tous les détails, à quel moment il fallait qu'on s'arrête, parce que c'était atroce. Le 8 mars 2012, soit 9 jours après l'arrestation de Fabien, l'enterrement de Marion se déroule dans la modeste ville de Sœurs, d'où est originaire la jeune femme. Les obsèques, c'est une foule immense. Une église que j'ai jamais vue pleine à Sœurs comme ça. Et il y avait autant de monde dehors qui n'ont pas pu rentrer. C'est hallucinant le monde qu'il y avait. Ça prouve quand même qu'elle était aimée. Alors comment va se dérouler le procès de Fabien? L'accusé va-t-il exprimer des regrets? Et donnera-t-il plus d'explications sur la nuit du drame? Le 21 octobre 2013, 1 an et demi après la mort de Marion, le procès de Fabien s'ouvre devant la cour d'assises de Côte-d'Or. Le jeune homme encourt la réclusion à perpétuité. C'était un fait divers très marquant. Donc, il y a eu une couverture presse très très importante, comme je n'en avais jamais vu. Et puis, bon, il y avait dans cette salle d'audience une tension plus que palpable, avec une souffrance évidemment énorme pour la famille de la victime. Les parents de Marion sont très remontés, c'est normal, parce que d'abord on a tué leur fille, en plus on l'a tuée 2 fois. Il l'a tuée une première fois, il l'a tuée symboliquement une seconde fois en la découpant. Pour la première fois depuis le drame, les proches de Marion revoient Fabien, l'ex-compagnon de la victime. C'était assez tendu, lui il était effacé comme d'habitude. On n'entendait pas, il regardait pas. Et vu comme ça. Et puis, à plusieurs reprises, il va y avoir des suspensions de séance. Dès que Fabien prend la parole, il y a souvent des proches qui l'invectivent, qui l'insultent. Pendant les 3 jours de procès, la cour d'assises va essayer de comprendre comment Fabien a pu ôter la vie de Marion de ses propres mains. C'était un jeune homme qui avait besoin de boire et peut-être de prendre du cannabis pour se rassurer lui-même, mais qui avait des comportements violents quand il était sous l'emprise de ce type de produit. Et c'est évidemment ce qui s'est passé ce soir-là. Appelé à la barre, Fabien réitère les mêmes aveux qu'à l'issue de sa garde à vue, tout en rappelant l'amour qu'il porte à Marion. Il est épouvanté par ce qu'il a fait, enfin, il regrette, il s'excuse, mais il a tellement de mal à parler. C'est vraiment un orphelin de la parole, ce garçon. Il est incapable de verbaliser, c'est peut-être pour ça qu'il a tué d'ailleurs. Il n'arrivait pas à dire « je l'aimais », il disait « je l'aime » au présent. C'est des amants malheureux, c'est terrible, parce qu'ils se sont aimés follement, terriblement, comme 2 jeunes de 20 ans peuvent s'aimer, mais mal aimés. Et c'est ce qui a conduit à ce drame terrible. Pour les experts psychiatres qui ont examiné Fabien durant sa détention, le jeune accusé ne présente aucune pathologie mentale. Il est donc admissible à une sanction pénale. Les experts avaient noté dans leur conclusion que la façon dont l'accusé a géré les choses après son passage à l'acte traduisait quand même une forme de sauvagerie, d'absence totale d'empathie. Lors du 3e jour d'audience, Fabien crée la surprise. Spontanément, il demande à ce qu'on le condamne à la peine maximale. Alors c'est le dernier jour, avant les réquisitions, avant qu'on aborde le temps des plaidoiries. Fabien se lève et il dit « mais de toute façon, voilà, condamnez-moi à perpétuité. Je veux que vous me condamniez à la perpétuité. » Nous, quand on a entendu ça, on a senti la manigance. Il n'y en avait peut-être pas, mais on a senti une manière de s'adresser aux jurés et
de faire en sorte qu'il s'apitoie un peu sur son sort, en disant voilà, il est reconnaissant, il demande à être puni. C'est un gentil garçon, en fait. Au terme de 3 jours d'audience, l'avocat général requiert une peine de 30 ans de réclusion à l'encontre de Fabien. Mais la Cour le condamne finalement à 22 ans de prison. Quand le verdict tombe, Fabien il quitte la salle sous les huées et sous les insultes. Et j'ai trouvé injuste. Vraiment injuste parce que 22 ans, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'il a fait. Marion, elle est plus là, elle vit plus. Lui, il a beau être en prison, il vit encore. Oh, j'étais vraiment écœurée. Aujourd'hui, 8 ans après le meurtre de Marion, ses proches peinent toujours à faire leur deuil et à accepter l'irréparable. Nous, on ne vit pas, on vivote, chaque jour passe et il se ressemble étrangement. Dominique, anéanti par la mort de sa fille unique, n'est plus en mesure de travailler. Elle se rend régulièrement sur la tombe de sa fille à Sœur et s'est même fait tatouer son portrait. Je reste enfermée tout le temps, j'ai envie de rien. J'ai l'impression de ne plus vivre. En touchant Marion comme ça, on m'a tuée, quoi. Pour Bruno, le beau-père, le combat est désormais d'alerter et d'essayer de prévenir d'autres féminicides. Alors, je vais dire ce que je dis tout le temps à toutes les jeunes filles. Que le jour où elles rencontrent quelqu'un et bien qu'il leur parle mal ou qui fait un geste un peu déplacé, il faut s'en aller et vite. Et pas attendre parce qu'en attendant, c'est trop tard. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Jacques et Eva. Un couple violemment agressé en pleine nuit, au mois d'octobre 2013. Une enquête de longue haleine qui a mobilisé les gendarmes bourguignons pendant plus de 3 ans et qui les a conduits jusqu'en Bulgarie. Je pense que c'est un crime opportuniste, quoi. C'est vraiment un déchaînement de violence, l'envie peut-être de tuer pour tuer. C'est simple, j'ai été effrayé. Sa personnalité m'a effrayé, j'ai rarement vu ça. Ça fait pourtant déjà un certain temps que je suis expert. Nous sommes à Autun, en région bourguignonne. Située en plein cœur du parc naturel du Morvan, cette commune de 15 000 habitants, entourée de forêts, profite d'un riche patrimoine historique. C'est une cité romaine, assez calme, avec son plan d'eau, ses monuments romains, vraiment, et sa cathédrale surtout. C'est une petite ville qui est autonome, on trouve tout ce que les habitants ont besoin, les commerces, les médecins, il y a même un hôpital, mais ça reste une petite ville. Pourtant, à l'automne 2013, la vie paisible de cette commune va basculer. Ce samedi 5 octobre, aux alentours de 20 h, les services de secours de la ville reçoivent un étrange coup de téléphone. Ils vont être destinataires d'un appel d'une personne
avec une cohérence aléatoire, on va dire, qui va signaler une agression sur elle et son compagnon à leur domicile. Elle peut donner difficilement de détails, elle semble désorientée. Au bout du fil, une certaine Eva, âgée de 63 ans. Dans un état de confusion totale, elle ne parvient qu'à donner son nom et son adresse. Sans plus d'éléments, les secours préviennent alors les gendarmes de la brigade d'Autun qui se rendent immédiatement sur place. À leur arrivée, c'est la stupéfaction. Il découvre Eva qui est au rez-de-chaussée de la maison, totalement hagarde, ne se souvenant plus de ce qui s'est passé, blessée assez grièvement. Mais ce n'est pas tout. Elle indique aux enquêteurs qu'elle n'est pas seule dans la maison. Les gendarmes découvrent ensuite à l'étage, donc dans la chambre à coucher du couple, son mari qui gisait sur le lit dans une mare de sang avec une blessure extrêmement importante sur le crâne et qui bien évidemment ne vivait plus. La victime se nomme Jacques, un retraité de 74 ans. Mais alors, que s'est-il passé dans ce foyer? S'agit-il d'une dispute conjugale qui se serait mal terminée? Eva va-t-elle retrouver la mémoire? À Autun, les gendarmes de la brigade de recherche essaient d'obtenir des informations auprès d'Eva. Mais quoique consciente, elle n'est pas en état d'être interrogée. Elle tient des propos un peu étranges, quoi. Les médecins ne comprennent pas tout ce qu'elle raconte. Elle se souvient de rien, elle est incapable de dire ce qui s'est passé. Elle est perdue, quoi. Blessée à la tête, Eva est rapidement transportée à l'hôpital, pendant que les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Il y a du sang absolument partout dans la chambre. Les gendarmes vont ensuite s'intéresser à la maison tout entière et ils ne vont constater aucune effraction, a priori aucun vol. Il n'y a aucun objet qui a disparu, ni même qui a été déplacé. La maison n'a pas été fouillée. Et donc assez rapidement, les gendarmes ont conclu que le vol ou le cambriolage n'est pas le mobile de ce meurtre. C'est vraiment, dans un premier temps, l'incompréhension qui prédomine, puisqu'il n'y a rien de flagrant voilà, qui interpelle d'emblée les enquêteurs. Le 7 octobre, 2 jours après les faits, l'autopsie de Jacques est réalisée. Son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Il a été frappé d'une manière extrêmement violente sur le crâne, avec vraisemblablement un objet contondant, sans que l'on puisse dire, à travers les constatations médicales, qu'il s'agissait d'une hache ou d'un marteau ou d'un outil, mais en tout cas un coup extrêmement violent qui a entraîné un enfoncement de la boîte crânienne et qui a provoqué la mort. Si cette arme n'a pas encore été retrouvée, elle aurait également servi à frapper Eva. Une énorme plaie là, une fracture du crâne. Les médecins vont dire plus tard, vu la gravité de la plaie qu'on va retrouver, que ça aurait pu être un coup létal. Elle doit très probablement son salut à peut-être quelques millimètres, voilà, qui font que malheureusement Jacques décède du coup porté sur cette partie du crâne et puis Eva en ressortira. En auscultant la sexagénaire, les médecins vont faire une autre découverte. Les examens médicaux qui vont être effectués vont révéler que non seulement elle a été victime de violences, mais également elle présente des traces de sévices sexuels. D'après les premières constatations, Eva et Jacques ont été attaqués au même moment. En revanche, l'heure exacte reste floue. Il semble que l'agression se soit passée plutôt dans la première partie de la nuit.
Les enquêteurs réalisent qu'Eva est restée inconsciente pendant plus de 15 heures avant d'avoir assez de force pour descendre au rez-de-chaussée et appeler les secours. Nous étions le 5 octobre au soir, ce que confirme le témoignage d'un des fils de Jacques. Le samedi après-midi, il y a un des fils qui avait rendez-vous avec son père et sa belle-mère pour boire le thé et qui arrive au domicile et qui comprend pas pourquoi ils ne sont pas là, mais il s'inquiète pas plus que ça. Il pousse pas la porte de la chambre où a eu lieu le crime. Et donc il fait le tour de la maison et il repart. Hospitalisée à Dijon, la femme de Jacques n'a toujours aucun souvenir de l'agression. Entendue par les gendarmes, elle ne peut leur raconter que la soirée précédant les faits. Elle est partie avec son compagnon chez une amie, et puis ils sont partis pour manger, et après ils sont allés voir un spectacle au Creusot. Ils sont rentrés, elle se rappelle être rentrée vers 10h30, quelque chose comme ça, et s'être couchée immédiatement après être rentrée. C'est tout. Et après, blackout complet. Mais alors, qui s'en est pris à ce couple? Connaissaient-ils leur agresseur? Et surtout, les enquêteurs vont-ils réussir à trouver une piste? Pour essayer de comprendre les motivations de ce crime odieux, les gendarmes se penchent sur le profil des deux victimes. Originaire de la région, Jacques est un personnage connu au sein de la ville d'Autun, où il s'est beaucoup investi. C'était vraiment une personne très engagée donc sur le Morvan, ancien propriétaire d'hôtel. Il a été conseiller municipal d'Autun, il présidait l'office du tourisme, il a été président du centre équestre. C'était vraiment quelqu'un de profondément gentil. Moi, j'en garde un bon souvenir de Jacques. Le septuagénaire est aussi bénévole dans des associations. Et c'est dans ce cadre qu'il rencontre Eva, de 11 ans sa cadette, dans les années 90. Eva est une personne d'origine hollandaise qui est venue, comme beaucoup d'Hollandais, s'installer dans la région d'Autun et dans le Morvan. Et elle avait une activité notamment de traductrice. Elle sera décrite par tout son entourage comme quelqu'un de très à l'écoute, de très proche et très précautionneuse avec les gens, quelqu'un qui a du caractère, une femme aussi forte. Avec Jacques, ils forment un couple heureux, entouré d'une grande famille recomposée. Il vivait la porte toujours ouverte, de façon à accueillir des voisins, des amis qui pouvaient être amenés à passer à proximité de leur maison. Et les gens pouvaient ainsi rentrer chez eux sans même avoir besoin de sonner. C'était pas à prendre comme de la candeur ou de la naïveté, c'est qu'il aimait la société, quoi. Et il avait foi en la société. À l'annonce de la mort du retraité, c'est le choc pour tous les habitants. Une grande tristesse, une sidération. Une sidération parce que Jacques était quelqu'un d'unanimement apprécié. Il avait beaucoup d'amis et vraiment une grande tristesse, quoi. Une grande tristesse. Beaucoup de gens se posent pourquoi Jacques, quoi. Pourquoi lui? Face à la violence de l'attaque, les enquêteurs décident de faire appel au département des sciences du comportement de la gendarmerie. Et le 7 novembre, près d'un mois après les faits, la profileuse rend son rapport. Les déductions sont assez logiques, c'est-à-dire que l'auteur des faits a fait preuve d'une violence inouïe et d'une détermination totale. Pour la profileuse, une telle violence ne peut avoir qu'un motif passionnel. L'agresseur serait donc à chercher dans l'entourage du couple. Le crime commis par prédateur, rôdeur, inconnu de tout le monde, il est statistiquement beaucoup plus rare.
Outre ces premières conclusions, le rapport souligne que la cible de l'agression ne serait pas Jacques, mais sa compagne, puisqu'elle a subi des sévices sexuels. On a attaqué le couple pour s'en prendre à Eva. C'était Eva qui était visée. On tape Jacques, on neutralise Jacques et après on s'en prend à Eva. Les gendarmes se concentrent donc sur les proches des victimes, créant un véritable climat de suspicion. Chacun se regardait un peu en se disant ça peut potentiellement être lui, ça peut potentiellement être elle. Donc ça crée une ambiance délétère au sein de la famille. Mais alors, qui est le responsable de la mort de Jacques? Le coupable se trouve-t-il vraiment parmi les proches? Et quelles seront les conclusions des expertises ADN? À Autun, les gendarmes bourguignons reçoivent les résultats des expertises menées dans la maison du couple. Et l'ordinateur familial attire directement leur attention. Il a été allumé aux environs de 20 heures et sera éteint très rapidement derrière, de l'ordre de 2 à 3 minutes. C'est-à-dire un ordinateur qui s'allume, mais sur lequel on n'a finalement aucune activité. D'autant plus que cette brève utilisation informatique ne colle pas du tout avec l'emploi du temps des propriétaires. On s'est aperçu que l'heure à laquelle l'ordinateur avait été allumé, c'est l'heure à laquelle Eva et Jacques se trouvaient au théâtre au Creusot, qui est à une petite trentaine de kilomètres d'Autun. Ce qui signifie que quelqu'un est rentré en leur absence et a manipulé cet ordinateur. Ensuite, des vérifications génétiques ont été effectuées sur la souris de l'ordinateur et une trace ADN a pu être isolée. Cette trace ADN, incomplète, ne permet pas d'identifier l'utilisateur de l'ordinateur, mais un élément capital va être découvert. Les investigations permettront d'identifier une particularité génétique particulièrement intéressante, de relever un allèle, l'allèle 22.2, qui est un allèle rare de l'ordre de moins d'1% de la population. Après vérification, il est établi que ni Jacques ni Eva ne sont porteurs de cet allèle rare. La profileuse, ayant estimé que le meurtrier se trouve sûrement dans le cercle familial des victimes, les enquêteurs tentent de savoir si l'un de leurs proches possède ce fameux allèle. Ces analyses n'ont rien donné et le juge d'instruction s'est même interrogé de savoir s'il n'allait pas être contraint de prélever quasiment tous les habitants d'Autun pour essayer de retrouver l'auteur des faits. Suite à cet échec, les enquêteurs décident d'élargir leurs recherches. On s'intéresse à l'activité professionnelle d'Eva et on découvre que dans le cadre de cette activité sort le nom de Marc qui est bien connu de la justice puisqu'ayant eu des démêlés judiciaires importants. Âgé de 48 ans, Marc est un dentiste hollandais installé depuis 2008 à Château-Chinon, dans le département voisin de la Nièvre. On découvrira une reconnaissance de dette par laquelle ce dernier reconnaît devoir quelques milliers d'euros à Eva. Il lui devait de l'argent parce qu'elle avait effectué des travaux de traduction pour son compte. Comme ils étaient tous les deux néerlandais, c'était une traduction de flamand à français. Le dentiste aurait-il voulu éliminer sa créancière? Une hypothèse probable, selon les gendarmes, puisque l'homme a déjà été accusé de violence par plusieurs de ses patients. C'était un peu un charlatan et il effectuait des soins dentaires qui n'étaient absolument pas des soins. Il a commis beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire. Sans doute a-t-il commis également des escroqueries en faisant payer aux gens des sommes exorbitantes qui ne correspondaient absolument pas aux prétendus soins qu'il avait effectués. L'homme devient alors le suspect principal.
Il est interrogé par les enquêteurs, mais nie avoir une quelconque responsabilité dans l'agression. Il contestera radicalement être l'auteur des faits, en disant qu'il voyait mal, même avec des difficultés financières, pourquoi il serait allé orchestrer un meurtre, une tentative de meurtre. Questionnée sur ses relations avec le dentiste, Eva elle-même ne semble pas croire à la culpabilité de son compatriote hollandais. C'était une piste intéressante parce qu'effectivement, il y avait une certaine cohérence, une certaine logique, mais les vérifications très minutieuses qui ont été effectuées par les gendarmes ont permis de mettre en évidence que le soir des faits, il n'était pas présent dans la région. Et surtout, il est mis hors de cause par les éléments génétiques, puisqu'il n'est notamment pas porteur de cet allèle 22.2 qui est retrouvé sur la souris de l'ordinateur du couple. Pour les enquêteurs, c'est une nouvelle déception. La piste du dentiste tombe à l'eau. Mais alors, à qui appartient l'ADN retrouvé dans la maison des victimes? Pourquoi avoir allumé l'ordinateur sans l'utiliser? Et surtout, quel est le mobile de cette violente agression? Après plusieurs semaines d'enquête, les gendarmes cherchent activement de nouvelles pistes et passent en revue les différentes plaintes déposées dans le secteur. C'est alors qu'une autre affaire, survenue la même nuit à un peu plus d'1 kilomètre, va attirer leur attention. Des voisins du couple vont se plaindre dans cette nuit du 4 au 5 octobre d'une violation de domicile. Les faits auraient eu lieu aux alentours de 3 heures. Dans la matinée, la femme du couple donne plus de détails aux enquêteurs bourguignons. Une première fois, elle entend un bruit, ça la réveille, mais elle ne se lève pas. Elle entend une deuxième fois un bruit. En fait, ce bruit, c'est la porte qui grince quand on essaye de l'ouvrir tranquillement. C'est ça qui va faire qu'elle va se lever, aller voir, et elle va voir à ce moment-là un individu qu'elle va décrire comme avec des cheveux bruns foncés, en boxer, en t-shirt, ou en tout cas en haut avec des manches courtes, qui va immédiatement prendre un tas qu'on pense être donc ses vêtements, qui sont juste devant la baie vitrée, et fuir. Suite à la plainte déposée le samedi matin, les gendarmes se rendent sur place et effectuent des prélèvements autour du domicile du couple. Il va être retrouvé sur le chemin de la fuite de celui qui est alors considéré comme un rôdeur, un mouchoir en papier et une lingette, voilà, qui n'appartiennent nullement au propriétaire de l'habitation. Selon les premières conclusions, il s'agirait d'une tentative de cambriolage avortée, a priori sans lien avec le meurtre de Jacques. Ce qui sera l'élément déclencheur, c'est les investigations qui vont être menées sur ce mouchoir et sur cette lingette. On retrouve une trace ADN d'un homme. Sur cet ADN, on retrouve le fameux allèle 22.2. Donc à partir de ce moment-là, les enquêteurs font un rapprochement entre ce qui s'est passé chez Jacques et Eva et la scène de cet homme à moitié nu dans le jardin et tentant de s'introduire dans un domicile. Celui qui a manipulé la souris de l'ordinateur et celui qui a perdu le mouchoir, qui est vraisemblablement la même personne, n'avaient jamais été enregistrés dans le fichier national des empreintes génétiques français. Dans l'espoir de mettre un nom sur ce mystérieux suspect, d'importants moyens sont développés. Le juge d'instruction a demandé aux enquêteurs et aux experts de comparer cette empreinte génétique avec un allèle rare avec les empreintes génétiques
qui figurait dans les fichiers de tous les autres pays européens. C'est le fichier Prüm. Les recoupements avec les fichiers européens prennent du temps. Mais le 22 janvier 2015, presque 1 an et demi après les faits, une correspondance est établie. Les enquêteurs seront informés d'un résultat positif signalé par les autorités bulgares avec une correspondance parfaite entre un individu actuellement incarcéré en Bulgarie et le profil génétique mis en lumière par les investigations antérieures. Il s'agit d'un certain Igor, âgé de 28 ans et détenteur d'un casier judiciaire déjà conséquent. Ils vont découvrir dans son passé des faits qui correspondaient à des faits de nature sexuelle, mais également une tentative de meurtre. Il était question alors de l'usage de pierres qui vont être utilisées au niveau de la tête. Et on y voit bien évidemment une similitude entre ce mode opératoire et l'agression de Jacques et Eva. Né à Pechtera, au sud de la Bulgarie, Igor grandit dans un foyer divisé. Très jeune, il tombe dans la délinquance et passe une partie de sa vie incarcéré. Sorti de prison en juin 2013, il arrive en France à la fin du mois de septembre. Il a 26 ans. Il y a une petite communauté bulgare à Autun qui fait beaucoup de bûcheronnage. Donc voilà, Autun, pour lui, c'était la destination idoine, entre guillemets. Son frère était déjà sur place, il y avait son père aussi, un cousin qui était là. Donc voilà, en sortant de prison, c'était la promesse d'un emploi. Mais Igor ne reste que quelques semaines dans l'Hexagone. Il quittera rapidement le territoire puisque tout le monde s'accorde à dire qu'il est rentré pour les fêtes de fin d'année en Bulgarie. C'est vrai que c'est quelque chose qui interroge aussi. Qu'est-ce qui aurait poussé Igor à rentrer aussi rapidement en Bulgarie? De retour dans son pays natal, la liberté est de courte durée, puisqu'en mars 2015, il est de nouveau incarcéré pour une affaire d'agression sexuelle sur mineurs. Alors Igor est-il vraiment le meurtrier de Jacques? Pour quelles raisons s'en est-il pris à ce couple? Et les instances françaises parviendront-elles à le faire extrader? Au mois de juillet 2015, les enquêteurs français s'envolent pour l'Europe de l'Est, bien décidés à obtenir des réponses. Ils se sont rendus en Bulgarie pour essayer d'avoir connaissance un petit peu de son passé, de ce qu'il avait commis, des infractions graves, des agressions qu'il avait commises en Bulgarie. Sur place, les enquêteurs, accompagnés d'un interprète, investissent la prison où est détenu Igor pour l'interroger. Ils vont tomber en face de quelqu'un de peu prolixe. Il admet effectivement être venu en France, il admet avoir travaillé en France, connaître la commune d'Autun, mais pour le reste, il se dit complètement étranger aux faits qu'on lui reproche. Face à ce comportement, les gendarmes bourguignons décident d'auditionner la mère et la sœur d'Igor pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité du jeune homme. La sœur le présente comme un individu dangereux, fou, qu'elle craint. Je crois qu'elle dit que quand il s'énerve, elle quitte le logement parce qu'elle en a peur. La mère a un discours plus maternel, mais malgré tout l'amour maternel de la maman, on sent effectivement qu'elle a conscience de la dangerosité de son fils. Les enquêteurs constatent aussi qu'en Bulgarie, l'alphabet et les claviers d'ordinateur ne sont pas les mêmes qu'en France. Le fait qu'Igor soit de nationalité bulgare est un élément
intéressant puisqu'il permet de trouver une explication à la non-utilisation de l'ordinateur de Jacques et Eva. L'utilisateur, se retrouvant devant cette configuration de l'ordinateur, à part le fait de pouvoir l'allumer, il était dans l'impossibilité d'en faire une quelconque autre utilisation. Le 16 juillet 2015, un mandat d'arrêt européen est émis à l'encontre d'Igor. Jugé en Bulgarie pour son affaire d'agression sexuelle, son extradition est retardée. Parallèlement, les proches du suspect résidant en France sont placés sur écoute et ils ont quelques souvenirs du soir de l'agression. Ils étaient très inquiets puisqu'il n'était pas là toute la nuit. Ils l'ont retrouvé le matin dans la cage d'escalier enfermé dehors. Et ils ont quand même essayé de le chercher cette nuit-là. Il y a des enregistrements qui prouvent qu'ils pensaient qu'il y avait quelque chose, qu'il se passait quelque chose. De façon aussi curieuse, alors même qu'il est majeur, alors même que cet élément pourrait être au fond quelque chose de banal, on sent de l'inquiétude du côté de la famille. Igor n'est pas là, n'est pas rentré de la nuit. C'est pas normal. Et quand Igor ne rentre pas de la nuit, c'est que très probablement il est en train de se passer quelque chose et quelque chose de grave. Après plusieurs semaines d'écoute téléphonique, le père et le frère d'Igor sont entendus par les gendarmes. On a une famille qui ne cache pas les difficultés à pouvoir gérer Igor, qui ne cache pas un caractère difficile, violent, pouvant être rapidement problématique. Sans chercher à l'accabler, voilà, ne cherche pas non plus à le disculper. Le 17 février 2016, 6 mois après la venue des enquêteurs en Bulgarie, Igor est extradé vers la France et à nouveau interrogé. Il garde la même position, c'est pas lui. Il a toujours un argument, jamais bien étayé, mais toujours un argument pour dire que non, c'est pas lui et qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Il ne donne aucune explication qui permettrait d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'on retrouve son ADN sur ce mouchoir à l'intérieur de la propriété, hein, des gens qui ont mis en fuite un individu en caleçon à 3 h du matin. Bien qu'Igor soit de retour sur le sol bourguignon, aucune confrontation n'est organisée avec Eva. Elle n'est toujours pas en état de participer à l'instruction. De leur côté, les gendarmes cherchent des liens potentiels entre le principal suspect et ses victimes. C'est quelqu'un qui n'est nullement connu pour être quelqu'un de leur entourage, pour être quelqu'un même participant à une association dans laquelle Jacques pouvait être investi. C'est quelqu'un qui n'a strictement aucun lien, tant avec Jacques qu'avec Eva. Malgré ses dénégations, il est mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre et viol le 19 février 2016. Mais les enquêteurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi le jeune Bulgare s'en est pris à Jacques et Eva. Je pense que c'est un crime opportuniste, quoi. C'est vraiment déchaînement de violence, l'envie peut-être de tuer pour tuer. Il n'y a pas vraiment de mobile puisque Jacques et Igor ne se connaissaient pas. Jacques a été tué dans son sommeil, Eva a été agressée dans son sommeil. C'est un crime de rôdeur, quoi. L'envie de tuer. Comme le veut la procédure, Igor est soumis à une expertise psychiatrique. Et le résultat est sans appel. Ce n'est pas un psychotique, ce n'est pas quelqu'un qui est délirant. Il est cohérent dans ce qu'il dit. On entre en contact avec lui sans problème. Bien. Et puis après, il y a ce qu'on ressent. Là, c'est simple, j'ai été effrayé. Sa personnalité m'a effrayé. J'ai rarement vu ça. Ça fait pourtant déjà un certain temps que je suis expert. C'est l'interdit 0.
Voilà, l'interdit 0. Les autres n'existent pas, on peut faire ce qu'on veut. Si j'ai besoin, je prends. Le 7 septembre 2016, presque 3 ans après le meurtre de Jacques, une reconstitution en présence d'Igor est organisée par le juge d'instruction. Il participe pas trop, il est en retrait. Il reste dans la même posture qui est la sienne depuis le début, quoi. C'est pas lui, il a rien à voir là-dedans. Les réponses du suspect ne permettent pas d'établir un scénario précis des faits. À la fin de l'instruction, son parcours, dans la nuit du 4 au 5 octobre, reste incertain. On ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est resté chez Jacques? Est-ce qu'il est reparti? Est-ce qu'il s'est caché dans le jardin? Est-ce que... on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre le moment où l'ordinateur a été allumé et éteint et au moment où Jacques et Eva ont été agressés dans leur lit. En attendant le procès d'assises, Igor retourne en Bulgarie pour purger sa peine. Alors les conclusions de l'enquête vont-elles permettre la condamnation d'Igor? L'homme reconnaîtra-t-il les faits ou réussira-t-il à convaincre le jury de son innocence? Si le procès d'Igor est programmé au mois de janvier 2020, l'incertitude quant à son extradition va demeurer jusqu'au bout. Pendant un temps certain, on ne savait même pas si on allait pouvoir maintenir le procès, puisqu'on dépendait de l'accord des autorités bulgares et du fait qu'ils allaient bien le remettre aux autorités françaises. Après plusieurs semaines de doute, Igor quitte sa prison bulgare pour la cour d'assises de Saône-et-Loire. Plus de 6 ans après les faits, il doit répondre du meurtre de Jacques ainsi que du viol et de la tentative de meurtre d'Eva. L'ambiance était plutôt tendue. Je pense que la plupart des gens venaient pour chercher des réponses à ce qui s'est passé à Autun. À la barre, Eva, toujours traumatisée, va devoir affronter un agresseur dont elle n'a aucun souvenir. Comme depuis le début de cette affaire, elle est dans une démarche d'essayer de comprendre pourquoi eux, comment, quel était le mobile, comment s'y est-il pris, cherchait bien évidemment des réponses bien légitimes. C'était une étape attendue pour elle, même si elle la redoutait évidemment, mais elle y a fait face encore une fois d'une façon moi, qui force mon respect. Je suis très admiratif de la force et même de l'humanité dont elle a su faire preuve pendant tout ce procès. Dans le box, Igor, désormais âgé de 32 ans, adopte une attitude pour le moins déconcertante. Il est assis sur un banc sans dossier. Il reste des heures assis. Il bouge pas, il s'étire pas, il se détend jamais les jambes, il se frotte jamais les mains. Il a toujours la même attitude. Il est figé, c'est un bloc de pierre. Il ne laissait rien transparaître du tout, finalement. Totalement froid, désaffectivé. Il ne peut pas se mettre à la place d'autrui, autrui n'existe pas. Au fil des témoignages, avocats et magistrats essaient de comprendre ce qui a poussé l'accusé à s'en prendre à 2 inconnus. Ce qu'on a découvert avec effarement, c'est qu'il n'y avait pas de raison à tout ça. Et je pense que c'est ça qui a choqué. C'est que c'était le mauvais moment, la mauvaise rencontre, et voilà, c'est une fatalité, mais qu'il n'y aura jamais de raison, il n'y aura pas de mobile. Pendant les derniers jours du procès, les débats se sont concentrés sur le profil de l'accusé et sur sa dangerosité. C'est un multirécidiviste, multirécidiviste. C'est-à-dire que moi, je vois pas bien qu'est-ce qui peut entraver cette trajectoire, parce que c'est pas une pathologie psychiatrique avérée qu'on pourrait traiter par des traitements. Là, c'est vraiment un problème de personnalité.
Le 6 février 2020, après 9 jours d'audience, le jury rend son verdict. Igor est déclaré coupable et il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Les parties civiles, encore une fois, sont restées dignes à cette annonce-là. Il n'y a pas, à proprement parler, de satisfaction sur cette peine-là. C'est une peine juste, c'est une peine méritée. Au vu de la gravité, de l'atrocité des faits, mais également des multiples antécédents. Igor est quelqu'un de dangereux. Impassible à l'énoncé du verdict, Igor fait rapidement appel de sa condamnation. Presque un an plus tard, au mois de janvier 2021, il écope de la même peine de prison. Aujourd'hui, à Autun, plus de 7 ans après les faits, personne n'a oublié Jacques, cet homme apprécié de tous. Et son entourage ne comprend toujours pas pourquoi il a été si violemment tué. Je pense que la famille n'aura jamais ces réponses. Il va falloir qu'ils vivent avec le fait qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui ce jour-là est passé chez eux et qui a commis ça. Et ça s'arrêtera là, il n'y aura jamais d'explication. Et je pense que ça ne sera jamais satisfaisant pour eux. Pour Eva, la vie n'aura plus jamais la même saveur. Elle aspire maintenant au calme et au repos, entourée de ses proches. Elle fait face aussi un peu pour les autres, pour son fils, pour ses petits-enfants, voilà, avec la volonté de ne pas se laisser abattre par la barbarie. Mais c'est évidemment compliqué et elle ne sera évidemment plus la même personne non plus. Elle est, elle, durablement changée par ce qu'elle a vécu.